Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à tous. Bienvenue pour la suite de ce cycle consacré à Brian De Palma. Pour ceux qui étaient là à Carrie en fait pour la dernière séance, je suis très content en fait qu'on ait enchaîné Carrie avec ce film, comme vous le verrez, puisque finalement ce sont deux films en fait qui démarrent de la même façon avec une scène de douche. On en reparlera bien sûr parce que c'est quand même programmatique à nouveau dans le film. Alors juste un petit mot pour dire qu'après Carrie, pour ceux qui étaient là, je crois que j'en ai parlé un peu la dernière fois, il a quand même tourné deux films entre Carrie et Pulsion. Un film qui s'appelle Fury, qui est très intéressant, que je vous recommande si vous n'avez pas vu, puisque dans ce film-là, Amy Irving, qui est donc le personnage qui interprète Sue dans Carrie, devient le personnage principal et possède à nouveau des pouvoirs télékinésiques qu'elle semble avoir hérité de Carrie. En fait, si on regarde le final de Carrie, bon, tout le monde l'a vu, j'imagine. En tout cas, il y a une espèce de transmission entre Carrie et son personnage, et c'est très très beau de la retrouver dans Fury, comme si elle en avait hérité, comme s'il y avait une transmission. Et De Palma donc fait un film dans lequel il y a Kirk Douglas et John Cassavetes, et qui raconte un petit peu une histoire fantastique avec des adolescents doués de pouvoirs paranormaux, sur lesquels en fait une espèce d'entreprise d'espionnage essaie d'avoir la main mise, et donc il y a une lutte comme ça entre les enfants et les parents, d'une certaine manière, qui est une thématique récurrente chez De Palma. Et Kirk Douglas va revenir travailler avec De Palma donc à peu près juste après pour un film qui n'est pas très connu, qui s'appelle Home Movies, je l'ai déjà évoqué je crois, qui se traduirait par film de famille, qui est un film qu'il a fait avec les étudiants de son ancienne faculté à New York, et dans lequel en fait il revisite d'une manière satirique un épisode traumatique de son adolescence que j'ai raconté plusieurs fois ici, voilà, et qui je vais quand même leur dire en deux mots, désolé, mais effectivement qui raconte le moment dans son adolescence. Son père était chirurgien orthopédique, et donc sa mère, femme au foyer, soupçonnait qu'il la trompait, et elle a demandé donc à Brian De Palma, son fils, d'enquêter et de produire les preuves pour pouvoir faire un procès pour adultère, pour pouvoir divorcer. Et donc le jeune De Palma s'est exécuté à la perfection. C'était son premier boulot de cinéaste, d'une certaine manière. Il a ramené les preuves en fait de l'adultère de son père, et il expliquait qu'il était donc responsable de l'éclatement de la famille, finalement. Donc c'est un épisode comme assez traumatique, mais qui est assez frappant, parce que on voit bien que là c'est constitué peut-être pas le De Palma cinéaste, mais en tout cas des obsessions qui vont revenir. On voit bien chez lui la question du voyeurisme, évidemment, la question de la manipulation, la question de la technologie, etc. Enfin plein d'autres choses, et qu'on va retrouver aussi dans ce film-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le personnage qui interprète l'alter ego, de Palma, adolescent, c'est Keith Gordon. En fait, c'est un acteur que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu dans le film de Carpenter, Christine. Voilà, ça c'est sans doute son rôle le plus connu. Et il va reprendre le rôle donc d'adolescent dans Pulsion, dans ce film-là. Il y a un vrai prolongement en fait. C'est encore une fois une sorte d'alter ego de Palma adolescent. Vous allez le voir. Enfin, on en reparlera après, mais on le voit dans sa chambre en train de fabriquer un ordinateur, comme De Palma lorsqu'il était jeune, quoi. Alors, De Palma, en fait, avant de travailler sur Pulsion, il a travaillé, ce qui est assez étonnant, sur Le Prince de New York, qui est un film qui ensuite a été réalisé par Sidney Lumet. Et on en reparlera au moment de Blowout, parce que il y a une séquence qui a été prélevée et qui a été mise dans Blowout. Et l'autre film peut-être plus intéressant par rapport à Pulsion, c'est Cruising. En fait, il a travaillé sur Cruising, le film qui sera réalisé par Friedkin avec Al Pacino, qui n'est pas le plus connu peut-être de Friedkin, qui est un film assez étonnant aujourd'hui, dans lequel Al Pacino joue un flic qui va infiltrer le milieu
alors le milieu homosexuel, SM en fait de New York, dans lequel sévit un tueur d'homosexuels. Et lui-même donc va, si vous voulez, infiltrer ce milieu pour essayer de l'attraper. Et il va se produire en fait une sorte d'ambivalence en fait chez le personnage du point de vue sexuel. Et à partir de là, effectivement, on comprend un petit peu le lien avec Pulsion, mais je ne veux pas aller trop loin parce que voilà, Pulsion est un film en fait dont il ne faut pas dévoiler, il ne faut pas spoiler, il ne faut pas dévoiler, voilà, il ne faut pas divulgacher. Donc on en parlera après, mais toujours dans l'idée en fait de la jeunesse du film, il y a aussi une série de talk-shows que De Palma a vu à l'époque et dans lesquels on assiste aux témoignages en fait de transsexuels qui racontent leur expérience. Et ça a beaucoup intéressé De Palma. On verra en quoi d'ailleurs, parce que après c'est son intérêt justement pour cette thématique peut éventuellement poser des problèmes, mais en tout cas ce qui l'intéresse de toute façon, lui, c'est plus la question de, comment dire, il l'a un peu vu de manière un peu théorique dans l'idée du sexe prisonnier d'un autre, en fait, si vous voulez, dans la question de la transsexualité, quoi. Bon, enfin bon, on va voir ça après le film. Évidemment, c'est un film qui est toujours dans la veine de la reprise des grandes thématiques hitchcockiennes. On a toujours du Fenêtre sur cour, du Psychose et puis du Vertigo. Hein, c'est de toute façon toujours les mêmes trucs qui reviennent. Donc là, plus particulièrement Psychose et Vertigo. Bah, les acteurs, Michael Caine, vous connaissez, j'imagine, qui avait quand même plutôt à l'époque une image d'acteur qui interprétait des rôles assez virils, hein, quand même. C'est lui qui avait joué dans Get Carter, il faisait pas mal de films d'espionnage dérivés de James Bond. Angelique Hudson, était assez connu. Par contre, alors voilà, c'est un film aussi qui pousse, enfin, je parlais de la scène de la douche, mais qu'on a un peu qualifié de prototype de thriller érotique et qui pousse la représentation de la sexualité toujours plus loin. Donc voilà, on en reparlera également. C'est un sujet en soi pour le film. Et puis on retrouve Nancy Allen aussi, qui était dans Carrie. Je crois que oui, c'est ça. C'est entre-temps, elle a dû se marier avec De Palma. Et il y a une continuité toujours entre les films, puisque là, elle interprète vous allez voir, une prostituée, mais on va la retrouver dans Blow-Up dans un rôle assez similaire. Enfin, bon, bref. Keith Gordon, je vous en ai parlé. Et la musique, évidemment, Pino Donaggio, qui a pris la suite de Bernard Herrmann. Musique absolument somptueuse. Alors, moi, je voulais juste finir en disant... là, on rentre vraiment à mon avis, dans la très très grande période de Palma, qu'on pourrait faire commencer avec Carrie, mais qui enchaîne des très grands films, des très grands succès, quelques échecs, mais globalement, je crois que c'est ça. C'est le plus haut de sa carrière d'une certaine manière. Mais c'est aussi, pour rappel, un cinéaste qui a été beaucoup méprisé par la critique dominante, notamment en France. C'est quelqu'un qui était beaucoup associé en fait à un cinéma de genre, si vous voulez, qui était considéré comme inférieur en fait finalement à d'autres genres, et particulièrement il était associé au cinéma fantastique en fait, ou au cinéma d'horreur, y compris là l'érotisme en fait. C'est quand même des genres plutôt méprisés, et De Palma en fait avait une remarque par rapport à ça. Il disait je pense que l'horreur en tant que genre est très cinématographique. Il parlait en 1980 là. Il dit aujourd'hui c'est ce qui se rapproche le plus du cinéma à l'état pur, et je trouve ça assez gonflé déjà de dire ça à l'époque, parce que je pense qu'on ne s'attend pas à ce qu'un cinéaste ambitieux comme lui ait le courage d'affirmer ça. Et puis la question du cinéma à l'état pur, on voit bien que c'est une expression aussi qui est, qui veut tout et rien dire. Enfin, moi, j'ai envie de la renvoyer à l'expression de Tarantino, je vous avais déjà cité, pour ceux qui ont lu son livre et qui parle à un moment de De Palma. Et il dit, pour moi, De Palma, c'est caméra first, cinéma first. En gros, un cinéma où tout passe par la caméra, en fait, et le regard et la mise en scène, et pas du tout par les dialogues, pas du tout très peu par le scénario, quoi. Donc oui, il me semble que ça renvoie à ça, et en fait, et in fine, voilà, je pense au
au plaisir cinématographique assez pur, voilà, qu'on peut prendre à ces films. Alors bon, ça a été en tout cas un très grand succès commercial, en partie à cause de son côté sulfureux. Mais bon, tout ça, on en reparlera après. En attendant, voilà, je vous souhaite une très bonne séance avec cette copie restaurée qui est très belle. Voilà. Bon, quelle fin géniale quand même. Je trouve que c'est meilleur que tout le film en fait. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, oui, c'est qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à la fin. Ça ressemble beaucoup à la fin de Carrie, évidemment, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas le raccord sur la main, mais effectivement, ça ressemble beaucoup. Et encore une fois, peut-être... alors, je ne sais pas si quelqu'un a tout de suite envie de dire quelque chose, mais peut-être que, voilà, comme d'habitude, il y a un petit temps de digestion dans ce genre de film, donc je vais me lancer, puis voilà. Oui, donc c'est bien de parler directement de cette scène, parce que moi, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'est encore une fois, de revenir peut-être à la scène du début, qui est toujours, comme dans tout grand film, quand même plutôt programmatique de ce qui va se passer, à tout point de vue. Et effectivement, c'est déjà une scène de douche, en fait, et il faut quand même déjà noter que le film s'ouvre et se ferme avec des scènes de douche, enfin, salle de bain, et que ça crée une sorte de parenthèse en fait dans le film qui s'ouvre et qui se referme, parce que je trouve que ça commence d'une façon évidemment complètement onirique, puisque le personnage principal joué par Angie Dickinson, rappelez-moi, c'est Kate, son prénom, c'est ça, hein. Kate se réveille, donc elle était en train de rêver, mais à la fin, comment dire, de la même manière, elle est en train de faire un cauchemar et elle se réveille. Donc on pourrait très bien supposer que le film en entier, en fait, est un espèce de cauchemar, enfin de fantasme onirique, ce qui, comment dire, ce qui entre guillemets expliquerait bien des choses, ou en tout cas son aspect souvent un petit peu, comment dire, un peu illogique ou oui, un petit peu onirique, fantasmatique, qui part un peu dans tous les sens. Et je trouve ça très très beau, en fait, voilà, peut-être de concevoir le film dans ce sens-là, également dans la mesure où, sur la question du cri, en fait, bon, on va revenir sur toutes les dimensions de la scène, mais on peut déjà noter que dans la première séquence de douche, elle crie en fait au moment du viol, en fait, et puis ensuite elle se réveille. Ici, le cri se raccorde sur le réveil, sur la réalité quand même. Bon, donc il y a quand même comment dire, chez De Palma, quand même ce truc qu'on va retrouver d'ailleurs dans Blowout. Il y a des choses dans ce film-là dont on pressent qu'il va les réutiliser dans Blowout. En fait, je sais pas, pour ceux qui connaissent, on sent qu'il travaille déjà des séquences qu'il va reprendre, y compris le personnage de Liz, hein, qui est donc prostituée, de call girl, enfin de prostituée de luxe. Et la question du cri, on y reviendra parce que dans Blowout, elle est évidemment capitale. Mais quand même, c'est le moment en fait où le personnage peut rejoindre la réalité, ce qui pose beaucoup de questions sur encore une fois, sur la nature de la réalité en fait, qui est horrifique d'une certaine manière, puisque c'est le lieu où on pousse le cri en fait, qui est à la fois un cri d'horreur, mais évidemment aussi un cri qui peut être mélangé à un cri d'extase. Hein. Voilà, de toute façon, ça c'est la vieille recette Hitchcockienne, hein, de toute façon. Mais bon, alors peut-être revenir à la séquence de début, qui est quand même assez incroyable, et comme je vous disais, qui me semble assez programmatique du film. Elle annonce en tout cas beaucoup de choses. Moi, je notais en le revoyant, parce que bon, j'avais un peu réfléchi tout ça, mais je n'avais pas revu le film juste avant. Et c'est assez étonnant parce qu'on approche en fait de la cabine de douche. Alors évidemment, cabine de douche, Psychose, hein, de toute façon, c'est même pas la peine de le rappeler. Et le film d'ailleurs, dans sa structure en fait, est vraiment conçu comme Psychose. Hein. De toute façon, ça, je pense que c'est assez clair. Mais donc là, ok, variation sur Psychose, on s'approche de la cabine de douche. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, on voit le regard de Kate, donc qui est en train de prendre sa douche et qui a des gestes un peu lascifs. Elle regarde son mari qui est devant la glace avec le rasoir
rasoir au passage. Et il y a cette vitre entre les deux, et en fait on est déjà dans un rapport en fait fantasmatique au désir, c'est-à-dire que évidemment tout de suite après on va la retrouver en fait dans une scène d'auto-érotisme, enfin de masturbation si on veut, qui reprend celle de Carrie bien sûr. Mais tout ça en fait est suscité par un regard à travers la vitre, un regard de voyeur en fait. C'est-à-dire que le dispositif de Palma est déjà, enfin celui qu'on connaît bien chez lui, est déjà à l'œuvre en fait pour enclencher, si vous voulez, le désir chez le personnage. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est son mari en fait. Bon, donc il y a quand même un rapport, quelque chose qui ne va pas de toute façon dans le rapport entre les deux, et je trouve ça voilà, assez frappant, et de toute façon ça va se développer par la suite. Mais ce qui est tout à fait frappant aussi, c'est que de la même manière que dans Carrie, on a cette scène en fait de lascivité, enfin d'érotisme dans laquelle nous en tant que spectateurs on a embarqué de manière voyeuriste, hein. De toute façon voilà, on n'a pas le choix, enfin on est pris dedans, et on est pris dans ce circuit d'ailleurs qui commence en fait par du voyeurisme entre elle et qui regarde son mari, et puis immédiatement après, voilà, comme dans Carrie, il y a la sanction qui arrive en fait, l'impossibilité finalement de jouir entre guillemets simplement par l'intrusion de la violence qui cette fois en fait est réalisée par par une personne qui arrive dans la douche qui la viole en fait, hein, tout simplement. Alors c'est assez confus. Moi j'ai l'impression que c'est son mari en fait, le personnage. On voit pas très bien son visage. Je sais pas si vraiment on peut statuer là-dessus. Mais il y a un petit peu de toute façon dans ce circuit un peu fermé avec avec le voyeurisme à travers le regard voyeur à travers la cabine de douche sur son mari. Je trouve qu'il y a de toute façon tellement de jeux de miroir et de double dans le film que on se demande s'il y a la place pour quelque chose d'étranger en fait. Bon, en tout cas, il y a de toute façon ce fonctionnement en fait de la sexualité en fait qui ne peut pas se réaliser et qui est immédiatement sanctionné en fait dès que le plaisir arrive, quoi. Et ce qu'il y a de plus brutal finalement, c'est le moment de retour à la réalité, ou qu'on suppose tel en tout cas, quand on la retrouve au lit avec son mari. Donc effectivement, ce qu'elle décrit après chez son psy comme étant voilà, un petit coup dont il avait l'habitude. Enfin bref, c'est vraiment le truc assez atroce. Bon, c'est elle fait son devoir conjugal, quoi. C'est le truc vraiment affreux, mais bon. Et au fond, la manière dont les scènes, enfin cette séquence s'enchaîne, on a quand même ce sentiment assez désagréable que cette scène est quasiment la continuité du viol en fait dans la douche, quoi. Bon, après j'exagère un peu en disant ça mais c'est pour marquer le fait que le raccord entre les deux n'est pas innocent, quoi. Je dis ça viol dans le sens horreur et tristesse en fait de ce rapport en fait qui est voilà, une espèce de comme je disais, de devoir conjugal, enfin un truc où il n'y a pas de sentiments, il n'y a rien, etc. Avec ce petit geste qu'il a à la fin où il lui met une petite tape affectueuse sur la joue, enfin le truc, c'est abominable. Mais bon, voilà. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme à son habitude, en fait, De Palma va fonctionner en fait en dupliquant, parce qu'on parle beaucoup du double chez De Palma, mais en fait c'est plus de la réplication et de la duplication du même. D'ailleurs, je notais au passage une réplique assez amusante du gamin qui s'appelle, son prénom j'ai oublié, Peter, merci. Quand ils sont à table avec Lise à la fin, elle lui explique la transsexualité, et lui dit c'est cool, je vais pouvoir me fabriquer une femme avec mon ordi, enfin un truc.
Et en fait, il dit exactement à partir de moi, enfin un truc. Et c'est génial parce qu'en fait, je vais y revenir, mais chez De Palma, il y a quand même cette idée que, tout part en fait du même en fait pour être dupliqué, et c'est ce truc assez dérangeant de se dire que l'objet du désir en fait n'a pas d'altérité, en fait c'est quelque chose qui n'est qu'une image fabriquée à partir de soi. Bon, et en tout cas ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant dans la suite de cette séquence, c'est que De Palma va répliquer la séquence de la douche déjà dans la séquence du musée, qui se termine, quand je dis la séquence du musée, c'est-à-dire le moment où elle va au musée, et jusqu'au moment de l'ascenseur, en fait. Et que tout ce passage-là est une duplication de la séquence de la douche, en termes de dramaturgie, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe quasiment la même chose, mais étiré. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'art de l'étirement, la dilatation, des ralentis, dont De Palma a le secret, et exemplairement dans la dernière séquence d'ailleurs, et puis qui est typique en fait du maniérisme chez lui. Et si vous regardez en fait la séquence du musée, elle est vraiment faite, pas entièrement, mais en très grande partie, avec des mouvements de caméra extrêmement virtuoses, qui réplique un peu l'espèce de lascivité qu'il y avait sous la douche. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais c'est une séquence qui, surtout au moment où elle se lève et elle commence à essayer de suivre en fait le type qui l'a dragué là. Et on a des mouvements de caméra en fait qui passent d'une pièce à l'autre. Il y a une virtuosité en fait des mouvements qui est vraiment extraordinaire. Et moi je trouve qu'il y a une sensualité en fait de cette scène qui est très très belle, et qui est pour moi une réplication de ce qui se passait sous la douche. Donc en fait, elle revit finalement ce truc-là. Et si on compare en fait étape par étape, effectivement, vous avez le moment en fait où elle rentre dans le taxi, ça pourrait correspondre au moment en fait, je sais pas, éventuellement du viol sous la douche, parce que même si c'est rencontrer un inconnu et que c'est pas un viol en soi, il y a quand même ce truc un peu dérangeant où ce type, on voit jamais son visage, il a des lunettes noires. Enfin, il y a quelque chose d'un peu menaçant, moi, je trouve. Mais bon, c'est peut-être une surinterprétation. Toujours est-il que, de toute façon, ça se finit mal. Et il y a la sanction, d'abord la culpabilité quand elle se rend compte qu'elle oublie sa bague, etc. Elle revient en arrière. Elle oublie, et puis surtout, évidemment, quand elle découvre qu'il est atteint de maladie vénérienne. Donc, elle regrette, etc. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Et après, la véritable sanction, c'est le meurtre dans l'ascenseur, quoi. Et là, alors juste avant d'arriver à l'ascenseur, parce que là c'est comme un gros morceau, mais juste dire, quand même préciser que évidemment vous aurez reconnu, depuis le temps qu'on parle de Palma, Hitchcock, que la scène du musée en fait est faite entièrement en référence à Vertigo, quand Scotty suivait Madeleine. Et ce qui est très intéressant, c'est que De Palma refait la séquence, mais du point de vue du personnage féminin. Et ça, c'est assez beau, je trouve, parce que c'est c'est une reprise à laquelle on s'attendrait pas, justement, de se tourner du point de vue de la femme, qui est plutôt un objet dans le film d'Hitchcock, et de se mettre de son point de vue, et donc de la voir comme une personne désirante aussi. C'est quand même, c'est pas rien, quoi. Et c'est aussi une manière, si vous voulez, de prendre la séquence d'Hitchcock et de l'habiter autrement, c'est-à-dire de rentrer dedans, un petit peu comme un fantasme de cinéphile, quoi. Bon, de toute façon, c'est un peu ce dont on parlait quand il refait des séquences de douche, en fait, c'est cette idée, et qu'on retrouve donc avec la séquence de l'ascenseur, qui n'est rien d'autre qu'une cabine de douche, en fait, avec la porte comme rideau. De toute façon, c'est une reprise. Alors, ce qui se passe là-dedans est assez intéressant, parce que dans le film Psychose, que vous avez sans doute tous et toutes en tête, le moment de la douche est évidemment le moment du meurtre. Alors chez Hitchcock, ce qui est génial, c'est qu'on ne voit jamais le couteau pénétrer les chairs. En fait, on a l'impression parfois, parce que certaines personnes ont l'impression de l'avoir vu, alors qu'en fait c'était uniquement des effets de montage. Tout est entre les coupes, tout est dans la coupe entre les plans. Et là, De Palma en fait s'autorise exactement l'inverse.
c'est-à-dire de montrer comment dire, le rasoir qui coupe, alors que Hitchcock l'avait dissimulé en fait. Alors on peut trouver ça moins subtil, mais comment dire, on est quand même 20 ans après, il n'y a plus le code de censure, etc. Et donc on peut, si vous voulez, il y a aussi, encore une fois, ce fantasme de cinéphile de montrer ce qu'on ne voyait pas dans la séquence originelle. Mais ce qui me paraît plus intéressant dans cette séquence, c'est la manière dont elle fait bifurquer, dont le film bifurque après. C'est-à-dire que dans Psychose, on repart avec, d'une certaine manière, avec l'assassin, même si on ne le sait pas tout de suite, mais on reste avec Norman Bates, quoi, qui va nettoyer, etc. Là, en fait, on repart avec le témoin, qui est donc Lise. Et la manière dont elle arrive dans la séquence, enfin comment elle intervient là-dedans est assez chouette. Il y a ce moment en fait qui est étiré, mais alors au maximum, enfin c'est quasiment impossible, quand la porte se referme, donc on est vraiment dans, je sais pas, dans l'espace de 1 ou 2 secondes sans doute. Il y a des ralentis prodigieux en fait qui montrent le reflet du rasoir. Elle tourne l'œil vers le miroir, donc elle aperçoit la silhouette. Et ensuite le rasoir tombe, on ne sait pas pourquoi, mais il tombe. Elle a le temps de le ramasser. Enfin, il se passe un nombre de choses incroyables en 2 secondes. Voilà. Et elle a le temps en fait de prélever, si vous voulez, l'arme du crime. C'est comme si elle prélevait quelque chose dans la scène originelle de Psychose. En fait, il y a un truc en fait quand je vous dis c'est un témoin, c'est un peu comme un spectateur qui de manière fantasmatique en fait irait prendre quelque chose dans la scène originelle, quoi. Et moi, je trouve que c'est une très très belle idée et qui nous emmène ensuite avec justement avec le témoin, avec la position en fait du spectateur qui nous renvoie à notre position effectivement de spectateur impuissant hein, face aux images. Et bon, ça fait déjà beaucoup de choses, mais en fait on est à quoi? On est à 40 minutes de film, je crois, à peu près, j'ai pas compté. Mais du coup le film part dans tout à fait autre chose, effectivement. L'enquête, alors policière pas tellement, parce que le commissaire, enfin l'enquêteur qui est impayable là, qui est joué par Dennis Franz, n'a pas l'air très très efficace, mais on part effectivement quasiment sur un autre film qui est passionnant. Mais alors il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne sais pas si est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce stade? Une remarque par rapport à ce que tu disais, la scène préliminaire, dans la douche, le viol. On a l'impression que le meurtre d'une telle violence, il est à la hauteur des fantasmes qu'elle a. C'est comme si c'était une régression des fantasmes sexuels qu'elle a, et tout d'un coup le meurtre est d'une violence, alors en dehors de la censure que Hitchcock aurait dû avoir, mais on sent que c'est tous les fantasmes qu'elle peut avoir, je peux partager en tant que tel, mais je trouve que le meurtre est à la hauteur des fantasmes qu'on lui interdit d'avoir. Parce que quand on regarde dans la douche, elle va jusqu'à se faire violer, imagine, et se faire violer. Dans la voiture, dans le taxi, elle n'hésite pas une seule seconde. Donc elle est complètement borderline de ce point de vue-là, parce que tout simplement, elle n'est pas réalisée avec son mari. Ça, c'est une première remarque que je voulais faire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les jeux de miroir. C'est incroyable, toutes les illusions réelles dans lesquelles il nous plonge de Balma. Et on le voit à tous les niveaux, même quand le docteur Elliot se regarde de temps en temps, on a compris plus tard qu'ils se regardaient parce que c'était la femme qui le regardait en quelque sorte. Donc c'était ce double qui se regardait. Je trouve que c'est vachement bien filmé, en dehors de, comme tu disais, de tous les plans qu'il peut y avoir. La séquence du musée qui est quasiment muette pendant 10 minutes. Ça, je la trouve extraordinaire. Et puis le fait qu'Angie Dickinson puisse disparaître quasiment au bout de 35 minutes de film, ça n'arrive pas tous les 4 matins. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vit la vie de cette femme, et puis il nous la trucide en une demi-heure. Et puis le film, comme tu disais fort justement, bascule dans un autre état, en fait, c'est plus le même film. Donc voilà, c'était des remarques comme ça, liminaires que je voulais faire. Merci. Je peux résumer en disant que de toute façon c'est la structure de Psychose. De toute façon le fait que le personnage soit effectivement éliminé de cette manière, la violence effectivement du meurtre, comme tu dis, est à la hauteur peut-être, enfin en tout cas du fantasme. Ou alors on peut dire que la sanction est à la hauteur en fait, de la frustration aussi, on peut le formuler autrement. Oui. Mais de toute façon, alors le film, alors on pourrait aussi beaucoup parler
comment dire, du personnage de Peter, qui est hyper intéressant, qui est vraiment un double de De Palma, et qui prolonge le rôle qu'il avait dans Home Movies d'ailleurs, hein, et puis qui reprend un petit peu la structure aussi de ce que je vous racontais par rapport au trauma familial, comment dire, où il pose sa caméra pour observer le docteur Elliot. Donc, alors bon, je ne sais pas jusqu'où on peut aller au niveau biographique, c'est pas forcément intéressant. En tout cas, on voit bien qu'il y a des obsessions, des trucs personnels qui sont en jeu. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir le film comme un espèce de, comment dire, comme je vous disais en fait au début, ce qui m'a frappé, c'est encore une fois, c'est cette mise en scène en fait du voyeurisme en fait, comme comment dire, comme modalité en fait du désir. C'est-à-dire que ça a l'air de rien comme film. On dirait bon bah c'est un thriller, on a eu peur, etc. C'est super bien fait, mais quand même c'est aussi un commentaire sur la manière dont la société, en l'occurrence américaine, comment les gens désirent, comment ils regardent. Et chez De Palma, en fait, c'est quand même, comment dire, c'est un monde en fait où ce que je vous disais, c'est-à-dire que le réel est relativement inaccessible et tout est médié en fait par des images. Ou des reflets, ou des doubles, etc. Et d'une certaine manière, en fait, comment dire, le voyeurisme, c'est pas tellement le voyeurisme comme on l'entend peut-être en tant que perversion, enfin, vous voyez, un truc immoral, etc. C'est le fait, en fait, de ne pas pouvoir atteindre l'objet réel, mais d'uniquement fantasmer en fait sur son image, sur la construction en fait qui s'interpose entre soi et l'objet. Enfin, ce film-là en fait obéit à cette loi finalement qui est la loi qui gouverne une société de consommation telle que la société américaine. C'est-à-dire que si je prends l'exemple tout bête en fait d'une publicité. Alors là, on est vraiment sur la question en fait, voilà, de vendre un objet en fait, de créer du désir là où il n'y en a pas d'ailleurs, et de fabriquer une image qui est de toute façon mensongère par rapport à l'objet qui n'existe même pas en fait. C'est-à-dire que le réel en fait n'est pas vraiment concerné. Ce qui est concerné, c'est soit l'image qui est devant ses yeux et en quelle mesure elle nous fait fantasmer en fait. Mais le réel, c'est pas tellement la question en fait. Et au fond, le film travaille, il me semble, pas mal encore dans ce régime en fait d'image. Après, il y a quand même la question de la transsexualité. Et comme tu le soulignais, évidemment, il y a un jeu assez subtil sur les miroirs, en fait, parce qu'on ne sait pas tout de suite, mais quand il se regarde, on a l'impression que c'est uniquement sa conscience qui lui dit non, mais sois professionnel, ne cède pas, etc. Alors qu'en fait, il se regarde en tant que Bobby. Parenthèse, est-ce que vous avez vu, ça c'est les super subtilités de Palma, mais qu'on voit Bobby, en fait, dès le début, à la sortie du musée. Ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas forcément. Si vous l'avez vu sans connaître le film, chapeau, ça veut dire que vous avez l'œil. Mais quand Kate sort du musée, la caméra se resserre sur son visage et il y a un panoramique qui vient chercher en fait, le taxi avec l'homme qui agite le gant. Dans ce panoramique, on passe sur Bobby. Alors on passe relativement vite, c'est un peu flou, etc. Mais il est là. Enfin, elle est là, pardon. Et après, il y a un plan très furtif où quand Kate a jeté son deuxième gant par terre, et il y a un plan très furtif où une main ramasse le gant. Bon, ça, c'est Bobby. On comprend pas, donc on se dit, bon, bah, je sais pas pourquoi il met ça, mais il y a toujours une raison chez De Palma, c'est pas, voilà. Et je trouve ça très très fort, en fait, cette manière qu'il a, cette capacité qu'il a à intégrer des éléments qui passent vraiment inaperçus, quoi. C'est vraiment... il y a peu de réalisateurs qui arrivent à faire ça de manière aussi subtile. Et voilà, vraiment, donc je ne sais plus sur quoi j'étais parti du coup, mais ça va me revenir. Oui, sur la question, voilà, évidemment, de la transsexualité, parce que encore une fois, Psychose, c'est-à-dire que ce qui intéresse De Palma dans la transsexualité, je pense que c'est pas tellement en fait la réalité, on va dire psychologique en fait des gens en fait qui sont concernés. Lui, ce qui l'intéresse effectivement, c'est plutôt l'aspect Norman Bates, quoi, ce qu'il y a dans Psychose, c'est-à-dire dans Psychose, c'est un homme qui
qui est habité en fait par sa mère d'une certaine manière. Donc il a deux personnalités qui coexistent en lui. Et donc là, il y a l'idée qu'effectivement, il y aurait la femme en lui et qui est d'ailleurs castratrice de la même manière et qui intervient effectivement pour l'empêcher de désirer, hein, tout simplement. Mais à mon avis, c'est vraiment calqué voilà, sur Psychose. Il y a d'ailleurs une scène en fait, qui a été coupée, je ne sais pas s'il l'a filmée, je ne crois pas, mais qui était prévue en fait, dans le scénario avant la scène de la douche, au début du film. On devait voir des gros plans sur un homme qui se rase avec donc, le fameux rasoir, qui se rase les poils et qui se coupe le pénis. Donc un truc ultra choc. Mais bon, je pense que De Palma a dû se dire que ça faisait un peu trop quoi, au début de faire ça, plus la scène de la douche. Bon, je crois qu'il a eu raison. Enfin, en tout cas, c'est vous dire si il avait, mis la barre très haut, quoi, je trouve, pour ce film en termes de violence. Mais en tout cas, oui, voilà, il voulait vraiment, montrer en fait d'une manière vraiment extrêmement crue aussi en fait voilà cette répression en fait du désir tout simplement parce que c'est quand même ça la société qui décrit hein. C'est une société puritaine aussi où il y a le désir ne peut pas s'épanouir entre guillemets normalement et d'ailleurs la seule personne pour qui la sexualité n'est pas un problème c'est le personnage de Lise et là-dessus il peut y avoir une méprise d'ailleurs comme il y a eu à l'époque, le film a suscité beaucoup de scandales et de protestations des associations féministes et ce qu'on n'appelait pas LGBT à l'époque, mais pour dire voilà, c'est De Palma, c'est quelqu'un qui violente le corps des femmes, etc. Et d'une certaine manière, on peut le percevoir comme ça. Mais par rapport à ça, je pense pas que je pense pas qu'il faut le voir comme ça. Et si on regarde le personnage de Lise, donc, qui est une prostituée de luxe, De Palma nous montre que c'est la seule en fait, qui vit cette sexualité apparemment sans problème. Ça a vraiment l'air d'aller bien pour elle, alors que ça devrait pas. On se dit, une prostituée, c'est horrible. Et c'est vrai, sans doute. Mais je pense qu'il faut l'interpréter de la manière suivante, c'est-à-dire que pour De Palma, en fait, dans la société telle qu'elle est, c'est la seule manière d'être en accord avec la société, c'est-à-dire de dire oui, le sexe, ça s'achète comme le reste. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on l'a accepté, tout se passe bien. Et c'est affreux, mais bon. Et d'ailleurs, elle est extrêmement naïve, quoi. Enfin, donc, et puis il y a tous ces trucs aussi avec quand elle veut acheter des actions, etc. Ce fantasme comme quoi elle va avec son tableau qu'elle a acheté je sais plus quoi $500 puis qu'elle vendra 1 million quoi. Moi je pense si on interprète comme ça on comprend De Palma, sinon effectivement on peut être choqué par sa représentation effectivement en tout cas les violences représentées envers les femmes il me semble. Alors, je parlais de Blois tout à l'heure, mais la séquence où, en tant qu'infirmière, donc le docteur Elliot, déguisé en infirmière, s'approche de la maison et regarde par la fenêtre, vous allez retrouver ça au début de Blowout. Mais sauf que au début de Blowout, en fait, c'est un mauvais film d'horreur. Et donc, c'est très drôle, effectivement, de le voir ici, en fait, présenté comme étant une menace au premier degré. Mais il sait très bien ce qu'il fait quand même, De Palma, il a vu les slashers de l'époque, il sait ce que c'est que de filmer en caméra de subjectif, donc un tueur qui s'approche d'une maison avec une femme qui est en train de prendre sa douche, donc voilà le truc qui va émoustiller le spectateur. Donc ouais, c'est too much, et de toute façon, c'est aussi un indice comme quoi c'est pas très réel tout ça, quoi. Bon. Mais c'est vrai que l'idée de le prendre comme un gros cauchemar... Ça explique parce que quand même il y a plein d'incohérences. Ça n'a vraiment pas de chance quoi. Elle oublie elle pense à tout, elle oublie sa bague, elle est obligée de remonter. On a l'impression que à chaque fois il y a toujours le truc. S'il y avait un moment qui, par exemple, elle partirait sans s'aperceoir de sa bague, elle serait en vie. Enfin, on a l'impression qu'il y a toujours le petit truc voilà. Et d'ailleurs, la scène de l'ascenseur qui se referme lentement, ça rappelle la fin de Obsession, où tout peut se passer avec le père qui court vers sa fille. Mmh. C'est au ralenti. On a l'impression, on imagine aussi tout ce qui peut se passer
Voilà, elle peut enlever sa main, elle peut mettre le pied à la place de la main, elle peut attraper... Enfin, il peut se passer des milliards de choses juste par le ralenti, comme avec le père. Mais effectivement, oui, le ralenti, en fait, il a cette fonction, en fait, comment dire, de rendre tout possible, en fait, puisque, comme je vous disais, la scène dure peut-être 2 secondes, en fait, elle est complètement impossible, le moment où la porte de l'ascenseur se referme, mais De Palma a ce génie, en fait, de l'étirer de façon à ce qu'il se passe 3-4 trucs. C'est en ça qu'on entre dans un univers qui n'est pas réel, en fait. Hein, encore une fois, c'est le grand truc de Palma, en fait, c'est que le réel est d'une certaine manière inaccessible, en fait, de toute façon. Et donc, dans ces films, c'est rare qu'on y accède, et on est plutôt tout le temps en train effectivement d'étirer les choses ou de dilater le temps pour créer des espaces de fantasmagorie, en fait, d'onirisme ou de ce que tu veux. Mais je pense que c'est vraiment l'essence, en fait, de son univers, quoi. Mais c'est ce qui est terrible aussi, hein, c'est-à-dire que chez De Palma, voilà, quand vous pouvez, de toute façon, c'est aussi ce qu'il y a dans le principe du voyeurisme, hein, c'est que ce que j'essayais de dire tout à l'heure par rapport à l'image qui s'interpose avec le réel, en fait, c'est-à-dire que c'est une société, en fait, où vous perdez le contact avec le réel, vous pouvez pas l'atteindre, donc vous pouvez pas le comprendre. Donc à partir de là, en fait, aussi, il y a aussi toutes les questions de complot, c'est-à-dire que vous pouvez alors partir dans la fantasmagorie, etc., mais vous pouvez partir aussi dans l'imagination débridée de multiples complots qui vont organiser le réel, puisque de toute façon, on ne peut pas le comprendre. Donc, et c'est ce qu'on verra dans Blowout, en fait. Là, c'est vraiment le sujet du film, quoi. Mais c'est ce que je disais dans Carrie aussi, c'est que en fait, tous les personnages complotent dans leur coin, mais il n'y en a pas un qui touche le réel. Je sais pas, c'est assez... voilà, c'est tragique, en fait. C'est le parti pris qu'il prend en n'exploitant jamais la psychologie des personnages. C'est-à-dire que qui ressent quoi, on ne sait pas. Il est toujours... il nous met aussi, nous, derrière une glace, quoi. Oui. Hein, oui. C'est ça. Et donc, c'est un cinéma extraordinaire, mais sans réelle profondeur, psychologiquement. Alors, psychologiquement, si vous voulez. Mais sinon, bon, voilà, mais j'adore par ailleurs. Enfin, c'est ce que je mais vous dites on est derrière une glace, mais c'est ce que je disais. Il nous renvoie à notre position de spectateur, en fait. C'est-à-dire qu'il joue avec ça. Il fait de nous un voyeur, enfin des voyeurs. C'est notre position au cinéma, objectivement. C'est vrai, c'est sûr. Et c'est un petit peu, c'est un petit peu hypocrite de l'oublier, quoi. C'est-à-dire que c'est là où De Palma, il est mine de rien, quand même, de nous renvoyer à ça. C'est pas super sympa non plus, quoi. C'est à la fois, ce que je vous dis, que je dis plusieurs fois, c'est que il nous sert, en fait, du spectaculaire avec un brio extraordinaire. Enfin, oui. Moi, j'ai jamais vu un cinéma aussi virtuose. Et en même temps, il nous renvoie, en fait, à notre position de spectateur et à l'artificialité du dispositif. Et il nous renvoie aussi à notre position, à notre impuissance. Et il relie ça, en fait, à la manière dont la société regarde le monde, en fait. Et du coup, si on fait le bilan, ça dit des choses quand même assez cruelles en tout cas, le rapport au monde que la société installe. Je dis pas que tout le monde vit comme ça, heureusement, on est bien d'accord. Mais quand même, quoi, je trouve que ces films, en fait, révèlent quelque chose, quoi, dans notre rapport, en fait, aux images et au monde, il me semble. Oui, enfin, c'est lui qui prend la responsabilité de demander au cinéma de n'être que cela. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que d'autres font des portraits tellement plus profonds, où on s'identifie davantage, et on réfléchit sur nous-mêmes aussi. Là, c'est formidable, quoi, mais ça ne nous fait pas réfléchir sur nous-mêmes. Oui, mais c'est souvent des films qui vont mettre de côté, en fait, le fait qu'on regarde un film, le fait que c'est artificiel, etc. etc. Oui, bon, après...
Vous avez raison, en fait. Puis de toute façon, voilà, De Palma n'est heureusement pas le seul cinéaste intéressant. Et puis, la preuve en est, cette année, on a le cycle Maurice Pialat, qui est d'une certaine manière à l'autre bout du spectre. En tout cas, le mois prochain, ça va être le masterpiece, là, ça va être Blowout. Donc j'espère que vous serez là. Parce que c'est, je crois, le sommet de sa carrière, enfin, probablement son chef-d'œuvre, pour pas tout le monde est d'accord là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et bonne soirée à tout le monde. Voilà.